Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui s'intéresse à la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, peut-on prendre le temps de s'arrêter? Bonjour à chacune et chacun. Bonjour de ton côté, Stéphane. Bonjour, Joanne. Si je me trompe pas, c'est le dernier épisode de notre deuxième saison, c'est ça? Exactement. Alors du coup, je me suis dit, sur un dernier épisode, j'ai envie qu'on aborde un sujet qui m'agace là un petit peu. En plus, on est aux portes de l'été, que ce soit donc en Amérique du Nord ou en Europe francophone. Voilà, on est aux portes de l'été. C'est que il y avait un article dans le journal français protestant qui s'appelle Réforme. Il y avait un article qui expliquait un petit peu le nouveau congé sabbatique de l'Église protestante unie de France, donc une église dont je me sens proche, qui est une église avec laquelle j'ai souvent collaboré. Et voilà, figure-toi Stéphane que les Européens découvrent le congé sabbatique. Ah! Et du coup, l'Église protestante unie de France a commencé, disons, timidement. Alors semblerait-il que la première année, juste quelques pasteurs ont un peu osé, etc. Et puis certains ont fait remarquer que s'il fallait attendre 25 ans de ministère pour avoir droit à un congé sabbatique, étant donné qu'il y en a pas mal qui commencent maintenant à 40 ans, c'est fichu quoi. Donc ils ont abaissé le seuil à 15 ans. 15 ans de ministère, et là t'as droit à 4 mois. Oula, 4 mois de congé sabbatique. Et là, d'un seul coup, il y en a eu beaucoup plus qui étaient intéressés, bien sûr, c'est cohérent et logique. Et l'article expliquait bien, tiens-toi bien Stéphane, du début à la fin, l'article nous a bien expliqué qu'il s'agit de tout sauf d'un temps de repos. Tu as un projet, tu dois faire des choses, une marche, un truc, tu dois gravir des montagnes, tu dois t'en aller voir de la famille ou t'occuper de tes enfants ou faire ou écrire un livre, enfin tu dois avoir un projet. Tu dois absolument pas pendant ces 4 mois ne rien faire. Et ça m'a agacée. Mais quel est le sens d'un congé sabbatique si justement on peut pas dire aux gens « Non, moi je vais rien glander du tout. Je vais être là, peinardos, je vais me faire des petits mojitos sans alcool, en lisant des petits bouquins, et puis je regarderai des séries, ou des vieux films, ou je sais pas ce que je veux, quoi. » Pourquoi il faut absolument que j'aille faire du trekking, et du rafting, et du climbing? Mon épouse est professeure d'université et c'est exactement ça, les sabbatiques pour les professeurs d'université, du moins en Amérique du Nord, dans son contexte. On rappelle aux gens, c'est surtout pas des vacances. Il faut avoir un projet, il faut présenter un projet. Il y a un comité qui doit approuver. En théorie, ils peuvent rejeter parce que c'est pas assez sérieux à leurs yeux. Et c'est ça que moi, quand tu m'as parlé de cette histoire-là, et quand j'ai regardé les politiques de sabbatique de l'Église unie du Canada, je me suis dit, ouais, c'est la sabbatique universitaire. C'est dans cette logique-là. Au lieu de dire, qu'est-ce qu'une sabbatique d'église pourrait ressembler? On a regardé dans le monde corporatif, on a regardé dans le monde universitaire, on a appliqué le modèle. Mais un travail d'église, c'est pas comme un professeur d'université. Je dis pas qu'un est meilleur que l'autre, mais c'est pas la même chose. Je le vois bien à la maison avec mon épouse. C'est pas les mêmes demandes. C'est pas le même type d'exigence. Pourquoi copier un modèle puis l'appliquer à d'autres au lieu d'avoir cette réflexion de dire qu'est-ce qu'un pasteur, qu'est-ce qu'une pasteur, qu'est-ce que quelqu'un dans un poste de dirigeant d'église a besoin pour se ressourcer. Et du coup, quand on a préparé l'émission, là, vous savez, auditeurs, auditrices, nous, on a un tableau sur une Dropbox qu'on remplit. Je me suis souvenue d'une demande superbe qui m'avait été faite par une jeune maman qui s'appelle M et qui se reconnaîtra parce qu'elle nous écoute. Elle me fait des fois des petits textos, des petits WhatsApp pour me dire « Ah, j'ai écouté l'épisode ». Lors de sa grossesse, M avait besoin de se reposer. Mais en même temps, quand on va avoir un enfant, en fait, on a plein de choses à préparer. C'est ça un petit peu le paradoxe, c'est que t'es crevé,
Mais en même temps, tu dois préparer plein de choses. Et puis souvent, tu dois boucler des trucs au boulot, puis il faut encore gagner un peu de sous. Enfin, c'est la course. Et du coup, elle m'avait demandé de lui envoyer des versets bibliques dans lesquels Jésus se reposait et des commentaires aussi bibliques. Et à un moment donné, voilà, j'avais réussi à le faire. Et puis je crois que c'était important pour elle, mais finalement, c'était aussi hyper important pour moi. Parce que en faisant ce genre de recherche, en se mettant soi-même devant la Bible et devant le comportement de Jésus, puisque a priori on essaye toujours un peu de ressembler au bonhomme là, on se rend compte qu'il y a tellement de fois où Jésus en avait marre. On avait marre des sollicitations, avait envie de se poser, avait envie de prier de son côté, renvoyer les gens en plus aussi. Et que Jésus était souvent en déficit chronique de sommeil avec toutes les sollicitations. Et ça, les jeunes mères, elles connaissent bien. Puis j'espère les jeunes pères aussi commencent à connaître un peu ça. Voilà, donc je me dis que cette question de s'arrêter, de se reposer, de dormir aussi, c'est une question que l'humanité de Jésus a connue. Même lorsqu'on regarde tout ce qui tourne autour du jubilé dans le Premier Testament, cette idée qu'à chaque 7 ans, on arrête. Même le sabbat, l'idée du sabbat, c'est le 7e jour, on se repose. Donc, moi, je vois ça, mon père est agriculteur, de laisser la terre en jachère. Parce que, on le sait, si on pousse les champs à pleine production, année après année après année, les champs ne produiront plus. On a besoin de laisser, d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on fait une agriculture responsable, la terre se régénérer les nutriments. Parfois, ils vont planter quelque chose qui ne rapportera pas beaucoup de sous, mais qui va régénérer la terre. On trouve ce concept-là dans nos écrits bibliques. On trouve ça dans la nature. Et normalement, on se dit, si on l'a dans la Bible, si on l'a dans la nature, ça doit être évident, là. Mais non, on dirait qu'il y a une résistance à ça. On doit performer. Que vont dire les paroissiens, les paroissiennes si le pasteur est pas là? Moi, je dis, écoute, on n'est pas si important que ça. Oui, on est important, mais la Terre arrêtera pas de tourner là, si on disparaît quelques mois, là. C'est sûr que le pasteur arrive, puis bon, la semaine prochaine, je disparais, je suis pas malade, mais je disparais pour 4 mois. Non, si c'est bien fait, c'est bien préparé, si la paroisse a déjà investi dans du leadership chez les laïcs, ça va bien. Mais c'est cette idée-là que le pasteur doit tout mener, qu'il ou elle est essentiel. Je pense que ça dit quelque chose sur une vision d'église aussi. Et puis en plus, c'est un petit peu comme si on prenait une place qu'on n'a pas dans la société en fait. Pour de vrai, quels sont les services essentiels? Les services essentiels, c'est les services de santé. C'est vrai que si les services de santé fermaient le dimanche, pour la santé globale, ce serait bien compliqué. Donc heureusement qu'on a les urgences, les hôpitaux et tout. Les services essentiels, c'est tout ce qui est finalement monitoring, c'est-à-dire voilà, on a besoin de continuer à avoir de l'eau courante, de l'électricité. Et puis les services essentiels, c'est la sécurité. Voilà, moi je suis quelqu'un de très progressiste, mais je fais pas du tout partie des courants qui disent qu'il faut plus de police et non, pas du tout, c'est pas vrai. Il faut bien qu'il y ait des surveillants de prison et ils peuvent pas dire le dimanche on sera pas là. Ils ont voilà, les services sociaux, les services du care, toutes ces personnes-là, il faut qu'on les soutienne et qu'on les aide parce que effectivement, ce sont des services essentiels. Et j'en oublie d'autres parce que voilà, je suis pas une super bonne planificatrice, mais nous, en l'occurrence, on fait partie des services qui sont là pour soutenir les services essentiels. On va pas inverser la donne, en fait. Les choses, elles doivent bien rester à leur place. Et de même, finalement, je trouve que pour ce qui est de la consommation, on devrait pouvoir arrêter un jour par semaine de consommer. C'est pas essentiel d'aller s'acheter du gel douche le dimanche. En vérité, on trouvera bien un petit morceau de savon quelque part par là. Alors, on remercie aussi celles et ceux qui ont des commerces de proximité. En France, pendant longtemps, on avait cette habitude de les appeler les épiceries arabes. Pourquoi? Parce qu'elles étaient tenues par des personnes arabo-musulmanes ou arabo-descendantes.
Mais en l'occurrence, les grands supermarchés, ce que vous appelez vous les malls, tous ces trucs-là, on devrait pouvoir arrêter ça le dimanche. Ça relaxerait une partie de la société. Ça permettrait de pas consommer tout ce qu'on consomme là-dedans, ne serait-ce qu'en électricité et tout, en énergie humaine. Et puis, du coup, ça nous permettrait peut-être d'être un peu chez nous, de chiller. Et bien sûr, quelques petits commerces d'appoint, de proximité pour les personnes âgées, dépendantes et tout. Voilà, il s'agit toujours d'être bienveillant. Alors nous, en Europe, surtout en France, l'histoire du dimanche, c'est une histoire qui est très, très idéologique. Moi, je la pense vraiment d'un point de vue tout à fait du Shabbat, c'est ça, c'est-à-dire de la pause. Je la pense pas d'un point de vue idéologique, il faut respecter le dimanche parce que c'est chrétien et tout. Non, pas du tout. Moi, je le pense d'un point de vue de la pause, de se dire, il y a des jours où on n'a pas besoin de consommer massivement. On peut avoir des petits commerces tenus par des personnes qui sont d'accord de le faire, mais pas de consommation massive. C'est quand même hyper étrange d'attendre le dimanche pour aller s'acheter un grand nouvel écran plat. Il y a peut-être moyen de planifier ça un peu différemment. C'est pas indispensable, je veux dire. Voilà. Bon. Dans l'un des grands journaux, ils ont fait, il y a quelques semaines, un grand dossier sur ralentir le mode de vie. Et on voyait que les gens avaient ce fantasme-là. Travailler moins, prendre plus de temps avec ses proches et tout ça. Mais en grattant un peu, personne ne le faisait. Il y a des gens qui n'ont pas le choix de travailler un nombre horrible d'heures parce que ils n'ont pas de sous, c'est des gangs petits. Oh. Mais il y a des gens qui font des bons boulots, qui pourraient travailler moins. Comme tu dis, prendre une journée où on fait des petits trucs, mais on se casse pas la nénette, non. Et je pense que ça en dit beaucoup sur ce que c'est l'Amérique du Nord, du moins. C'est une société de production. La valeur d'une personne correspond à combien il ou elle produit, combien de choses que tu accomplis, combien d'heures tu travailles. Quelqu'un qui travaille 60 heures semaine, wow, c'est beau. Il n'y a pas grand monde qui dit, c'est un peu immoral, ça. Tu passes pas de temps avec ta famille. C'est ça. Moi, je vois des pasteurs emboîter le pas là-dedans, là, embarquer dans ce modèle. Je travaille là, 7 jours semaine, ça fait 5 ans que j'ai pas pris de journée de congé. J'ai de la compassion pour ces gens-là, de dire, hey, ça fait 5 ans que t'as pas pris le temps de respirer. Wow! Oh là là. Et comment tu peux être pertinent devant les gens qui t'écoutent si tu travailles constamment, tu es toujours dans les livres de théologie, c'est bien, là. Mais si t'es pas conscient de c'est quoi la vie en dehors de ta petite paroisse puis ton petit poste de pasteur, il y a de quoi un peu d'amoral, mais on valorise ça. C'est vraiment le curriculum vitae, c'est toujours tes accomplissements et il faut surtout pas que tu aies un trou d'1 an dans tes emplois parce qu'ils vont dire, c'est louche, là. Au lieu de dire, écoute, j'ai pris 1 an, j'ai travaillé sur moi-même et je suis une meilleure personne maintenant. Non, on veut quantifier la performance. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu là dans ce processus d'embauche que je vis avec l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. Si on fait une saison 3, peut-être que du coup, cette fois-ci, je parlerai davantage du canton de Vaud, Lausanne et tout le canton que de Zurich cette fois-ci. C'est qu'on m'a demandé un petit peu mes expériences pour pouvoir évaluer mon salaire. Et dans mes expériences, tu vois, il y avait aussi expérience associative, expérience de leadership, expérience avec mes enfants. Combien j'avais eu d'enfants? Expérience comme proche aidante. Puis je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast. J'ai essayé de m'occuper un peu de mon abuelita, ma grand-mère, ma grand-maman. Donc ça, j'ai pu le mettre. Ça m'a fait du bien de pouvoir juste le mettre. Et moi, j'ai pas été touchée par cette épreuve de vie, mais on pouvait aussi mettre les deuils. Les deuils surtout avec les plus proches. Alors moi, j'ai qu'un très proche. Et donc, j'ai trouvé ça hyper touchant parce que du coup, ça veut dire que il y a un choix un jour qui a été fait de valoriser l'expérience pastorale, aussi les expériences de vie. Et je trouve que c'est magnifique parce que c'est sûrement des temps où on est obligé de s'arrêter. Un deuil massif, on s'arrête. Et comme tu dis, ça fait un trou dans le curriculum vitae. Et là, ça fait pas un trou.
Là, c'est quelque chose qui est valorisé. J'ai des amis, plusieurs ont eu des enfants et ont fait le choix de rester à la maison pour débuter la vie de ses enfants. Et qu'est-ce qu'on dit? Devant un panel d'hommes, souvent, je dis pas que tous les hommes comprennent pas, mais c'est toujours ça. C'est le trou, c'est le système de compensation aux retraites qui est calculé selon les années de travail. Et si tu prends 3 ans pour tes enfants, ben c'est 3 ans de moins d'accumuler pour tes retraites. Je comprends comment le système fonctionne, mais on fait peu de place justement à ces autres choix et d'avoir un candidat, une candidate devant soi qui a dit « Moi, je me suis choisi pour un meilleur équilibre de vie. » Je sais pas, moi, comme employeur, je serais sensible à ça. Ah ouais. Peut-être que sur le long terme, cette personne-là va demeurer avec nous parce que il ou elle, c'est le tour d'avoir un équilibre dans sa vie, va pas nous claquer un burn-out dans 5 ans ou une dépression majeure. Mais, encore une fois, c'est pas ça qui est souvent valorisé. Ces questions-là viennent un peu comme un à côté. Qu'est-ce que tu fais pour relaxer? Moi, on me le demande. Et bon, moi, je dis, je travaille intellectuellement. Bon, un pasteur, on travaille pas tant que ça avec mes mains, pas moi en tout cas. Ce que je fais, j'écoute des vidéos stupides sur les médias sociaux et j'écoute des matchs de hockey, mais je suis pas un très grand fan partisan d'un club. C'est vraiment, je regarde pendant 2 heures des gens bouger une rondelle, puis c'est ça. C'est un peu comme l'image d'un électro. On débranche le cerveau et après, on se vide le cerveau, puis ensuite, encore une fois, la jachère, ça donne la place pour de la nouvelle information. C'est ça. Et quand je dis ça, les gens, ils sont déçus. Là. Il faudrait que je dise, pour relaxer, je lis tel auteur, tout ça. Non, ça, c'est du travail, c'est de la religion. C'est pas relaxer, c'est pas décrocher, là. Mais bon, c'est encore ça, là. C'est vrai que je me rends compte, je suis assez accro aux notifications et je comprends pourquoi. T'as un processus un peu d'adduction cérébrale et tout. Mais d'un autre côté, il y a le en même temps un peu de Paul Ricoeur là. Les notifications, des fois aussi, ça veut dire que j'ai des potes qui m'écrivent et ça me fait du bien en fait de penser que des gens pensent à moi, sont reliés à moi, m'envoient des blagues, des mèmes, des petites photos. Ça me fait du bien au moral en fait. Moi, je suis quelqu'un d'hyper sociable et j'aime bien quoi la sociabilité de la vie. Il y a un autre truc que je trouve hyper important dans ma vie, c'est la sieste. Moi, j'ai toujours vu mon père faire la sieste. Il est d'origine espagnole. Il a toujours vu son père faire la sieste, je pense, ou en tout cas des gens dans sa famille. Quand on faisait les vacances sur la Costa Brava en Espagne, à Castelldefels, j'ai toujours vu mon grand-père faire la sieste. Dans le coin, il y avait le courant d'air, là. Et puis les pins dehors. Enfin, voilà. Et souvent aussi, quand je fais ma sieste, j'enlève mes habits de la journée. Carrément, je m'autorise, en fait, à être sans entrave, à ôter un pantalon, des chaussettes, voilà. À me sentir... je me laisse aller aussi à ce niveau-là. Là, je suis en train de planifier un petit peu cette rentrée à Lausanne. Et dans la planification, tu vois, je réfléchis même là où je serais, si je trouve une chambre, est-ce que je pourrais rentrer faire la sieste? Et c'est hyper important parce que dans ma présence aux autres, dans mon attention aux autres, dans ce que je veux refléter du Christ dans ma vie, en fait, il y a cette notion d'être un peu reposé. Et être reposé, c'est avoir pu décrocher, avoir laissé son corps aussi un petit peu se relaxer. Et depuis que j'ai cette discipline de la sieste, j'ai beaucoup moins mal au dos. Parce qu'on est une culture on est une civilisation assise. C'est pas très bon pour le dos d'être assis. Et c'est, voilà, ce moment où je relâche mon dos aussi me fait du bien, quoi. Il y a une expression en Amérique du Nord, le FOMO. Je dirais pas que les jeunes utilisent ça parce que les jeunes, ils diraient, trop vieux. C'est plus des... C'était pour les anciens jeunes qui sont maintenant plus âgés. C'est le fear of missing out. FOMO, la peur de manquer quelque chose. Et combien de fois j'ai vu ça dans l'église? Là, si je m'absente d'un coup que quelqu'un va faire ci, que va faire ça,
pire que j'ai entendu, bon, dans le temps des fêtes, qu'est-ce qu'on fait? Après Noël, avant le jour de l'an, il se passe pas grand-chose en Amérique du Nord. Non, pas grand-chose, ouais. Fait qu'on dit, bon, on pourrait peut-être fermer, puis les gens apprécient le temps, puis passent du temps en famille. Là, il y a quelqu'un qui dit toujours, oui, mais d'un coup, quelqu'un nous appelle puis veut donner un chèque de 10 000 $ pendant ce temps-là. Oui, mais ça arrive combien de fois, là? Tu sais, c'est avec des si, on n'en finit plus. Mais ce sentiment-là si on se donne un peu de temps pour soi, c'est comme si on volait le temps des autres ou voler le temps qu'on offre aux autres. Et cette idée, encore une fois, d'en faire plus, de performer et qu'on n'a pas le choix. Encore une fois, si je prends une journée de congé, la Terre va continuer à tourner, les choses vont fonctionner, les gens vont se rendre compte que c'est pas la panique, c'est pas la catastrophe, et ils et elles peuvent utiliser leur cerveau pour décider des choses. Ils n'ont pas besoin d'attendre le pasteur qui dit « Ah, ça, il faut faire ça comme ci, ça, il faut faire ça comme ça. » Donc, c'est d'apprendre à lâcher prise et de pas se prendre trop au sérieux, de pas se prendre au jeu de « je suis la personne la plus importante de ma communauté de foi ». Sinon, c'est facile là, que ça nous monte à la tête. Et si on lâche prise, on dit, écoutez, vous êtes capable de vous débrouiller, puis on se rend compte qu'ils sont capables de débrouiller, c'est une bonne chose, là. Et c'est pour ça que j'ai eu quand même du bonheur à faire pendant ces 2 années mon yoga et mon qigong, enfin le yoga un peu contrasté. J'ai toujours pas réussi à respirer par le front, hein, Stéphane. Je voulais tenir informé nos auditeuristes que non, je ne renouvellerai pas ce yoga religieux et pleinement incarné à la suite d'un gourou. Mais le qigong, j'en tire quand même beaucoup de bons souvenirs parce que c'est vraiment très très cool de s'autoriser à aller respirer très tranquillement dans une salle essentiellement remplie de personnes retraitées et âgées, en bougeant tout doucement mon corps le lundi matin pendant 1h30. Je suis hyper contente de m'être autorisée à faire ça pendant 2 ans. Et je crois que j'en avais vraiment besoin parce que j'étais constamment un peu la tête remplie de choses pour cette paroisse dans laquelle j'étais investie et je voulais que ça marche. Et donc, ça me permettait de faire descendre un petit peu la pression de la cocotte minute. Et j'en tire un petit apprentissage. Maintenant, je vais essayer de le faire un peu plus régulièrement, mais pour moi-même, sans passer par des méthodes ancestrales asiatiques. Voilà. Donc, cet été, pas de grand plan pour toi. Tu n'iras pas marcher Camino ou des choses comme ça, là. Parce que les vacances, il faut pas... Ouais, cet été, je prends 2 mois. Et sur ces 2 mois, avec mon époux, on va partir 2 semaines vers l'Écosse pour faire une retraite spirituelle à Iona. Mais on va pas le faire à pied ou quoi. On va prendre les trains, les bus, les ferries. On y va en mode tranquille. Voilà. On ne prend pas d'avion cet été. On essaye d'être plus dans quelque chose de contemplatif dans notre voyage. Et puis, c'est un peu les 2 mois de break avant de commencer cette nouvelle vie vers Lausanne. Donc, on se dit que c'est pas mal. Ça peut être le moment de prendre ces 2 semaines-là. Et puis, du coup, je vous ferai une petite capsule depuis l'Écosse. Et toi, Stéphane, tu vas aller marcher avec seulement un pagne autour de la taille sur je ne sais quelle côte canadienne pour te prouver à toi-même que tu peux survivre. Pas du tout, pas du tout. Nos projets de vacances, c'est de visiter Toronto, qui est à 5 heures de route, pendant quelques jours. Tout simplement, les gens ils disent « Toronto, c'est pas excitant. » Je dis « il y a toujours des trucs excitants partout, puis on n'a pas besoin de faire 2000 km d'avion pour trouver des trucs excitants dans la vie. » Moi aussi, je vais essayer d'envoyer des petits coucous cet été. Je ne sais pas encore combien. Et on va continuer dans l'espoir de vous revenir pour une 3e saison. Et je tiens à vous remercier beaucoup pour votre fidélité. Juste pour vous donner, chères personnes à l'écoute, on fait pas ça pour les chiffres. Mais la quantité de téléchargements a vraiment augmenté au cours des derniers mois. Alors,
Merci aux nouvelles personnes qui nous écoutent, visiblement. Merci aux personnes qui partagent ce projet, qui nous font connaître. Merci pour vos questions, vos suggestions. C'est très apprécié. Merci aussi à toi, Stéphane. Il faut aussi dire les choses comme elles sont. C'est Stéphane qui gère un peu toute l'infrastructure, qui me fait des rappels, qui ouvre les documents, qui monte les épisodes. Moi, en gros, je mets mon casque et je me pointe. Donc, merci Stéphane de porter tout ça dans le cadre de ton ministère. C'est une belle collaboration et ce qui en fait la beauté, c'est aussi que vous nous écrivez, vous réagissez, vous nous faites des mails. Je crois qu'on crée une petite communauté comme ça, on s'est attachés les uns les unes aux autres et si moi, avec mon emploi du temps de la rentrée, j'y arrive, ben on continuera. Et sur ce, on vous souhaite un superbe été, beaucoup de repos, beaucoup de bonheur. Décrocher, débrancher. Au revoir. Au revoir.